les membres de différents groupes de thérapie humaniste tels que la bioénergie, la Gestalt, il est praticien en PNL et membre de la Société française de coaching. Il est installé au Maroc depuis 2004 et aussi connu pour avoir créé en 2006 le Café Psycho. Voilà, on peut le qualifier de psychologue intégratif exerçant la psychothérapie et le coaching avec des concepts et outils issus du source de la psychologie générale et clinique. Monsieur Bernard, tout à vous. Présentation pareille, je sais pas où me mettre. Bonsoir à tout le monde. Merci de me faire l'honneur de prendre la parole, c'est toujours un plaisir. Je voudrais partager un peu l'expérience justement du psychologue. Qu'est-ce que, en tout cas la notion de psychothérapie peut apporter au bien-être? Quelle complémentarité on peut dire par rapport à l'approche coaching? Alors donc là, je m'en excuse, peut-être je serai centré un peu sur la profondeur du fonctionnement mental. J'aurai donc un exposé un peu plus introverti, donc je vous prie de m'en excuser. J'espère simplement arriver à ce partage. Il y a une carte mentale ici, c'est une façon que j'ai de travailler, c'est mon plan en fait. Pour faire un exposé, je le fais de cette manière. Je vais traiter les sujets qui apparaissent en bleu, les autres n'étant pas sensibles pour ce soir. Le bien-être, mal-être, ça a déjà été défini, etc. Je vais donc traiter les choses qui concernent le réel et l'imaginaire en premier. Ensuite, une notion importante que les coachs utilisent et sur laquelle j'ai également ma vision, en quelque sorte, qui est la notion de carte du monde, une représentation que nous portons chacun nous-mêmes, un codage. Et puis, je voudrais définir, là c'est un apport un peu personnel, je m'en excuse, pour essayer de définir que l'humain est un individu social, ça paraît une banalité, mais souvent la psychologie s'enferme dans l'individu excessivement importante. Voilà, et enfin je conclurai dans le sens, j'espère, de mon apport, sur le chemin de vivre plus heureux du point de vue du psychologue. Voilà, première idée donc concernant le réel et l'imaginaire. Je pense par exemple, j'avais un étudiant qui était un grand rêveur. Alors sa particularité c'est qu'il procrastinait énormément, il avait des troubles donc, psychologiques, mais il rêvait. Et au lieu d'aller par exemple passer un examen, il rêvait qu'il passait l'examen. Il me disait, vous savez moi, j'ai pas besoin d'aller à la fac pour réussir parce que dans mon monde à moi, je réussis vraiment très très bien et je reçois d'ailleurs beaucoup de félicitations, etc. Je suis très heureux. Voilà. Hein, donc, c'est pas mal, oui, un imaginaire qui marchait très bien. On voit des cas également, si je pense à notre client par exemple, dans le registre de l'érotomanie. Érotomane, ça veut dire qu'il se fait un film, tout simplement. Je vois une personne, je l'aime et je suis sûr qu'elle m'aime. Il suffit que je la regarde, je l'observe bien, je vois bien qu'elle réagit, etc. Ce garçon, 24 ans, vierge naturellement, puisqu'il a un substrat de culture qui lui fait vraiment désirer une vie saine. Et donc, en fait, il a le cerveau qui est enflammé par ses fantasmes, et donc il tombe amoureux régulièrement. Donc, par exemple, au travail, il tombe amoureux de sa collaboratrice, et ça va durer, par exemple, pendant 2 ans, où il va se faire des films, attendant toujours le moment opportun pour lui parler, mais il se fait des films très actifs, également très érotiques, voilà, tout simplement pour dire que on peut passer une partie de sa vie avec un imaginaire. Alors l'idée quand même, c'est que nous passons tous une partie de notre vie dans notre imaginaire sans en avoir conscience, même peut-être pendant que je parle, peut-être une partie de moi est en train de passer des films auxquels je ne prête pas forcément attention. Je veux dire que cette activité d'imaginaire
est quelque chose d'important pour chacun de nous par moment. Nous nous surprenons dans nos propres fantasmes. Beaucoup de gens n'ont pas conscience du film intérieur et des fantasmes. Il y a une philosophie qu'on trouve dans le coaching et le bien-être qui est celle de la pleine conscience. Mais pour être pleinement conscient, par exemple, du moment présent, faudrait-il que je ne sois pas assailli d'imagination de toutes sortes. Il y en a qui ont des idées noires. Là, j'ai pris des exemples amusants, mais d'autres troubles, par exemple un trouble obsessionnel compulsif, un trouble dans lequel très fréquemment on a des obsessions dans la pensée, et on est en permanence accompagné, par exemple, par une voix intérieure, par des mauvaises impressions à l'égard des autres, etc. On imagine que d'autres personnes nous accueillent mal, nous veulent du mal, etc. Voilà, nous sommes en train de tourner sur le mode imaginaire. J'ai une vingtaine de minutes, c'est ça, hein? Je prépare le papier. D'accord. Non mais là on est à quoi, 5 minutes? Oui. Merci. D'accord. Ok. Donc voilà pour cette part. Donc je veux dire qu'aller bien, si on réfléchit, c'est aussi peut-être ne pas être livré à un imaginaire dévastateur et dévorant. On voit cet imaginaire aussi chez les mégalomanes, etc. Il y a des gens qui vont taper à la porte, s'ils le pouvaient, du palais pour informer le roi qu'ils ont découvert quelque chose absolument d'essentiel pour le pays, etc. Et ils s'imaginent bien sûr tout ce qui pourrait se passer dans le pays s'ils ne le faisaient pas. Ah, voilà. Alors je ne sais pas ceux qui imaginent trop, mais je dirais voilà, le psychothérapeute, il peut aider à travailler par rapport à ce niveau. Voilà, donc être normal, ça serait d'une certaine façon être conscient de ces activités fantasmatiques et se trouver, je dirais, relativement apaisé, parce qu'elles sont nourries par les conflits, j'en parlerai tout à l'heure, par une partie de la vie antérieure, par une partie de la culture. Tout cela nourrit notre imaginaire et peut nous faire déraper. Donc pas de présent. Deuxième idée que je prolonge, c'est marqué la carte du monde, un petit peu là-haut, vers 14 heures, si c'était une montre. J'ai constaté que le système psychique, mental, enfin d'autres l'ont constaté bien sûr, mais chez moi c'est sensible, est habité par une partie, c'est de la pensée verbale, ça débite de la pensée verbale. Je parlais tout à l'heure un peu d'obsession, on peut avoir beaucoup de pensées qui défilent dans la tête. Quand je suis petit, on a parlé de croyance tout à l'heure. Quand je suis petit, je dis je suis nécessairement croyant. Tous les individus naissent des croyants. Pourquoi nous sommes des croyants? Parce que nous devons apprendre. Et quand nous apprenons, nous sommes gosses, nous apprenons de nos parents. Ce qu'ils disent est parole biblique, parole d'évangile. Si je ne crois pas mes parents, je vais avoir des gros problèmes d'adaptation. Je dois croire. Donc croire est un premier réflexe émotionnel qui me permet d'acquérir du savoir et de me débrouiller dans la vie. Mais à écouter tout ce qu'on me dit, si on me dit que c'est pas des fleurs, mais ce qui est en face de moi c'est une salade, et que je suis petit, pour moi ça sera une salade, j'appellerai ça salade. Et je ne verrai pas les fleurs. Parce que le conditionnement verbal a des répercussions très importantes sur les perceptions et sur la représentation du monde. Donc je crois que ça c'est une salade, ou je crois qu'une chose est bonne ou une chose est mauvaise, en fonction de ce qu'on m'a dit. Première idée, la réalité n'est pas ce que nos sens ont l'air de nous dire, mais ce que notre culture a appris à utiliser de nos sens pour renvoyer une image de la réalité. C'est-à-dire que je peux être conditionné entièrement par le verbal. Il y a des cultures comme ça qui s'appuient entièrement sur un discours d'origine, un discours mythique, un discours fondateur, et on dit ça c'est le réel. Ah, ça va très loin, des fois il y a même des choses qui n'existent pas. Vous demandez aux gens, mais vous croyez à ces choses qui n'existent pas? Ils disent oui, parce que c'est marqué dans l'écriture. Ah, hein, c'est comme quoi on peut croire réel des choses qui sont purement verbales. Bon, le jeu avec ces choses est très important, ce qu'on apprend. J'ai eu, par exemple, on a vu des cas comme ça,
les Indiens, par exemple, d'Amérique, quand ils étaient envahis par les galions, et les Espagnols, les Portugais, et, quand un galion se posait dans une baie sur la côte, les Indiens ne voyaient pas le galion, parce qu'ils ne pouvaient voir que les petites embarcations. Ça n'existait pas dans le registre culturel, ce qui fait qu'ils les voyaient arriver sur la plage avec les chaloupes, mais le bateau au large, ils ne pouvaient pas le voir. Alors qu'ils peuvent avoir l'œil pour voir un oiseau, etc. Tout ce qui est dans le registre culturel. Voilà. Donc, pour vous dire, nous avons tous une carte du monde qui est basée sur ce que nous avons appris depuis que nous étions croyants et qui construit notre carte du monde. Et ce monde-là, ce monde verbal qui nous a enseigné les choses, c'est fonction d'une culture. Et dans notre culture habituelle, il y a un certain nombre de préjugés. Donc, à partir du moment où j'ai appris, je suis bourré de préjugés. C'est normal. Voilà. Travailler sur les préjugés, c'est très important parce que je ne verrai pas le monde tel qu'il est, etc. Et je vais être livré, plus ou moins, à la fantasmagorie, comme j'ai dit tout à l'heure, de mon imaginaire et de la partie verbale. J'avais remarqué dans le soufisme, un soufisme perse, pas le soufisme marocain, la Perse antique, qu'on fait état de nos recherches qui consistent à vivre avec le réel. Pardonnez-moi. Et donc, c'est très important dans le soufisme d'avoir une vision du réel. Et ils se sont aperçus depuis longtemps que le conditionnement culturel m'empêchait de voir. Alors, il y a beaucoup de fables et de contes qui montrent les erreurs perceptives et les confusions qui peuvent naître chez l'individu qui croit savoir parce qu'il a appris les choses verbalement au lieu de les avoir minutieusement expérimentées et échangées au niveau de l'expérience, l'expérience étant très importante. L'expérience apporte quelque chose par rapport à la personne, c'est une notion aussi très importante qui quelquefois n'existe pas dans la culture, c'est le corps. Le corps, quand je dis qu'il n'existe pas dans la culture en tant que corps biologique, un corps, c'est vivant, c'est-à-dire c'est bourré d'émotions, ça vibre en permanence un corps, ça a des sensations, des émotions, des sentiments et parfois même des pensées. Certaines civilisations localisent le siège de la pensée dans le cœur ou dans le foie à certaines époques. Donc la tête c'est quelque chose de récent, mais c'est qu'une vision d'ailleurs encore d'une culture. Parce que finalement un corps c'est quelque chose de grand, de complexe, d'émotionnel et de pensant. Et donc rendre finalement un corps à une personne, ça fait partie aussi de la thérapie. Si je veux être heureux, si je veux me sentir, se sentir bien, je suis désolé, écoutez, se sentir bien, c'est une notion sensorielle. Si je me sens bien, c'est que mon corps se sent bien et ça pense en moi que ça va bien. Voilà. Alors, ce que je voulais dire, cette notion du corps étant quelque chose de central dans le bien-être. Mais ça ne suffit pas d'être bien en soi. Il y a les interactions que nous avons. Il me reste 5 minutes. Voilà. les interactions, phénomène très important, donc j'ai noté l'humain et social. Je me plais dans l'écoute et dans le travail que j'ai en psychothérapie à repérer les choses, deux notions, deux axes qui peut-être en font qu'un, qui sont deux pôles. Un pôle qui va de l'amour à l'égocentrisme, si vous voulez. Alors, une personnalité égocentrique, ça fait très mal. C'est-à-dire qu'elle ramène tout à elle. Elle n'existe que pour elle-même. Partout où elle est, elle veut ramener le monde à elle. Donc, elle crée un déséquilibre dans les groupes. Que ces groupes soient les familles, le travail, etc. C'est absolument lassant. L'égocentrique, s'il est en plus doté d'une capacité d'influence forte sur les autres, donc d'une affirmation de soi, d'une ascendance, il devient terriblement dangereux. Ça peut faire le profil qu'on voit beaucoup dans la littérature, le pervers narcissique. Par exemple, en tout cas, on peut être pervers et narcissique, pas que en famille, on peut être pervers narcissique, c'est-à-dire je me plais à faire du mal et je ne m'intéresse qu'à moi, je suis insensible à l'autre. Ça permet d'ailleurs de réussir assez brillamment dans le monde matériel, financier, etc. Puisque je n'ai pas d'empathie particulière pour autrui, même que ça me fait bizarre d'imaginer que les autres
S'ils ont une douleur, bah, c'est tant pis pour eux, c'est leur problème. Ça ne fait pas mon problème à moi. Hein, quand je suis pervers, j'ai un bon bouclier, je ne suis pas dans la sensibilité et je me moque de la sensibilité des autres. Pour l'opposer, amabilité et amour, ah oui, j'avais noté deux petits mots, j'avais noté humain et inhumain, pour qualifier par exemple un pervers ou un individu qui aurait donc une forte dose d'égoïsme et d'égocentrisme, et surtout si elle s'appuie encore sur une ascendance forte. Un peu à la manière chinoise, je pense également qu'il y a des humains humains. Bon, il y a des humains tout court, donc, et puis il y a des humains inhumains, des barbares. Hein, voilà, donc quand un individu, par exemple, si je prends le schéma tout à l'heure, il ne vit que dans sa tête, que dans ses schémas de pensée, et il est déconnecté de son corps et de l'expérience de l'amour, de la vie dans son corps et des autres, il y a même des cultures, quelquefois comme ça, qui sont déconnectées, sont extrêmement dangereuses parce que ces êtres-là n'obéissent absolument qu'à des injonctions. On trouve ça aussi dans les sectes, les gens qui sont possédés par un discours, sont déconnectés du corps, déconnectés des émotions et deviennent des machines de guerre redoutables. On cherche toujours d'ailleurs à faire ça quand on en a besoin. Par l'autre côté, il y a pour le bonheur c'est l'autre, je dis, un vrai bonheur, ça ne se construit jamais tout seul. Je peux me retirer quelques heures, si vous voulez, ou faire ma retraite et prouver du bonheur, mais l'être humain est un être qui vit dans des maillages, dans des réseaux. Il y a quelque chose d'essentiel, c'est qu'il a besoin d'une capacité d'amour et d'affectivité, d'amabilité, qui fait qu'il est un individu social et socialement utile. Alors celui-là, quelquefois, il devient une victime parce qu'il en fait un peu trop, ce qui donne trop par rapport à l'égoïste. Dans un groupe, l'égoïste profite, et puis profite de la générosité de ceux qui donnent. Mais c'est quelque chose d'essentiel, car si on veut recevoir, on doit savoir donner. L'individu donc qui est capable d'amabilité, d'amour, que je qualifie d'humain, il a un profil beaucoup plus heureux. S'il est doté également d'une forte ascendance, alors il devient un leader absolument charmant. On a envie de le suivre parce qu'on l'aime. Et ça, c'est très important. On a tous connu des profs qui ont ce talent d'aimer la matière, d'aimer les jeunes. Et à ce moment-là, on reçoit très fort, ça crée des liens d'amour. Ces liens d'amour, ils perdurent. C'est eux qui sont un schéma très large pour la vie. Voilà, et pour conclure, car je crois que le temps fait mal, vivre plus heureux, c'est l'objectif. Alors, il y a deux points de vue. Déjà, tout à l'heure, on a vu dans le premier défilé de transparents, on a vu qu'il fallait quand même se guérir de son passé. Certes, il faut savoir, quand on a ouvert une nouvelle porte, voir qu'elle est ouverte et pas regarder la porte fermée, mais également, il convient de se délivrer du passé. Oui, le psychologue, la psychothérapie, par définition, ça va être un travail très important qui consiste à libérer le moment présent du poids du passé, entendu comme une culture, comme une expérience. J'ai des facteurs conditionnants qui s'y opposent. Je peux avoir une histoire personnelle. Bon, ça raconte un peu la psychanalyse, avec les différents traumatismes. Ça va du positionnement entre papa-maman, certes, mais aussi dans la fratrie. On a des besoins narcissiques quand on est enfant, des besoins d'affirmation de soi, et des rivalités fraternelles, etc. On cherche les signes de reconnaissance, et si on n'en obtient pas, on n'est pas très bien, par exemple. On peut être victime de certaines blessures. J'ai vu telle l'humiliation, l'injustice, la trahison, l'abandon. J'en oublie, je ne sais plus. Peut-être il faut me répondre. Ça ne bouge pas. Voilà. Donc ces blessures émotionnelles fondamentales vont me marquer profondément et limiter mon état présent. Mon cerveau gère la personne que je suis. À chaque instant, mon cerveau fait un travail énorme pour me dire qui je suis, d'où je viens et un petit peu où je vais. Si mon passé, j'ai été massacré dans mon passé, c'est pas une attitude de dire je suis prisonnier et je vais me délivrer de mon passé. Le passé, il se manifeste automatiquement parce qu'il fait partie des acquisitions. C'est un apprentissage et il se libère dans des comportements automatiques. Et les comportements sont sous-tendus par des émotions
qui sont elles-mêmes automatisées. Donc je ne maîtrise pas cet instant présent, c'est mon cerveau qui le gère, et lui, il plonge ses racines jusque dans mon histoire, tout petit, et parfois avant. Voilà un individu, du point de vue psychologique profond. Donc il y a un aspect également donc, à rechercher confiance en soi. Donc je dois être délivré de mes casseroles du passé pour me sentir bien et avoir même, je dirais, des mémoires qui fonctionnent bien pour me dire qui je suis. Et quand je prends la parole, je dois la prendre avec mon corps. Mon corps m'est restitué. Quand je fais une thérapie, quand je parle du corps, je dis bien ce corps émotionnel, ce corps qui sent, ce corps qui pense, il m'est restitué. Je peux dire j'aime, j'aime pas, au lieu de faire des arguties, des argumentations et d'éviter des préjugés. Ça permet de s'affirmer. Voilà, et pour revenir dans la vie de relation, je dirais les derniers points. Je disais tout à l'heure qu'un individu capable d'émotion, d'amour, d'amabilité, il peut être doué pour donner, c'est bien, mais c'est très dangereux car il faudrait apprendre à recevoir avec dignité, avec classe ou élégance quand on reçoit. C'est important de savoir recevoir. Il y a des gens qui ne peuvent pas recevoir. Recevoir, c'est aussi recevoir la parole, c'est pouvoir écouter, c'est accueillir. Et quand quelqu'un vous donne quelque chose, qui vous donne de sa présence ou de sa parole, il faut savoir l'accueillir, il faut savoir la recevoir. Ça, c'est quelque chose qui est souvent très défaillant.